Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le franc CFA, héritage de la colonisation française en Afrique, constitue un véritable frein au développement économique du continent. La question du franc CFA est sans doute l'un des débats les plus importants de l'Afrique aujourd'hui. Pour plusieurs économistes, l'une des raisons du sous-développement du continent africain est le franc CFA. Ainsi, pour Nathalie Yamb, la vie va devenir de plus en plus chère dans tous les pays utilisant le franc CFA comme monnaie. Suivons maintenant la présentation de Nathalie Yamb sur la vie chère en zone franc CFA. Suivons. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Depuis plusieurs semaines, on voit les complaintes pulluler sur Internet, dans la rue, dans les médias. La vie est chère, la vie est chère. Les gens font comme si, tout à coup, soudain, brusquement, ils sont surpris par le prix des choses de la vie courante. Huile, carburant, tomates, sacs de riz, prix de transport, bananes, c'est cher. Je ne vais pas m'attarder ici sur la mauvaise foi de certains qui, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, étaient les premiers à rendre le gouvernement responsable de l'explosion du coût de la vie, mais qui aujourd'hui, qu'ils sont au pouvoir, veulent se défausser à coups de mille et une raisons abracadabrantesques pour masquer leur incapacité ou leur manque de volonté à tenir leurs promesses électorales. Je ne vais pas non plus m'attarder sur ces gens qui défendent bec et ongle le franc CFA contre lequel nous nous battons et dont l'argument phare a toujours été qu'avec le franc CFA, je cite, « l'inflation est maîtrisée, elle ne dépasse jamais 2%. » Fin de citation. Mais c'est maîtrise d'inflation qui est là. Donc ceux-là vraiment, ils ne doivent pas se plaindre. Enfin, je ne vais pas m'attarder non plus sur ceux que Bertolt Brecht qualifiait d'analphabètes politiques, qui à tout bout de champ tirent une grande fierté à dire qu'ils ne font pas ou qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. De vrais idiots qui semblent ignorer que ce sont des décisions politiques qui définissent le prix des loyers, de l'essence, du médicament, de l'école, du riz, etc. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de vous dire pourquoi les prix ont augmenté de façon générale et durable et ce que nous pouvons faire, vous et moi, pour changer cela. Attachez vos ceintures, on décolle comme l'inflation. Tout d'abord, on va commencer par mettre les choses au clair. L'inflation, c'est à 80% la faute de nos gouvernements. Il y a plusieurs raisons à la cherté de la vie. La mauvaise gestion, que ce soit de la monnaie, le déficit, la dette, la pandémie, la baisse du pouvoir d'achat, les monopoles, les traités défavorables ratifiés et la rareté des produits sur le marché. 4 des 5 raisons que je viens de citer sont de la responsabilité directe, pleine et entière du gouvernement. Je ne sais pas où nos chefs d'État se trouvaient quand on dispensait des cours d'économie à l'école ou à l'université, mais une chose est claire, ils n'ont rien appris de bon. Ils sont champions du monde dans la cavalerie financière. Si c'était une discipline olympique, on décrocherait tous les podiums. En droit, ce terme désigne le système qui consiste à prendre des dettes nouvelles pour rembourser les dettes anciennes. Nos Bernard Madoff à la peau noire pratiquent donc allègrement un système de Ponzi avec la dette que nous, les contribuables, allons rembourser, peu importe qu'elle ne nous ait rien apporté de bon. Alors, comme la dette n'est pas investie dans le secteur productif, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas de revenus, mais sert uniquement à rembourser des anciens emprunts, et comme nous ne disposons pas de la souveraineté qui nous permettrait de gérer notre monnaie selon nos besoins, mais que c'est Paris qui tient la télécommande, nos présidents et ministres se rabattent agressivement sur les opérateurs du secteur privé et sur les contribuables. Et ce n'est même pas pour financer des choses utiles, mais c'est pour acheter des trucs complètement superflus comme des avions pour le président ou bien pour construire des infrastructures bâclées et surfacturées qui permettent de jolis détournements ou encore pour créer des institutions inutiles et nuisibles où on place les copains pour qu'ils bouffent bien.
Quand les entrepreneurs sont assaillis, pris en tenaille, d'une part par les taxes, les impôts et les droits de douane que nos gouvernements lèvent tous les 2 jours pour financer le train de vie opulent de l'État et de ses animateurs, et d'autre part par le racket et la corruption auxquels s'adonnent ces mêmes personnes et d'autres fonctionnaires, il se passe 3 choses. Soit les entrepreneurs ferment boutique, ou alors ils réduisent le personnel pour diminuer les coûts, ce qui conduit à des licenciements, à du chômage technique et parfois à du chômage tout court. Troisième option, ils augmentent le prix de leurs produits et services pour compenser le manque à gagner provoqué par l'étranglement fiscal officiel et inofficiel que leur impose l'administration. Parfois, ils combinent d'ailleurs 2 options. Ils licencient et ils augmentent les prix. Là, c'est la cata complète. Résultat, les ménages disposent de moins d'argent pour vivre alors que le coût des loyers, du transport, du téléphone, de la nourriture augmente et il y a donc baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat s'explique aussi par le taux biaisé de l'inflation en zone CFA. Ailleurs, on calcule l'inflation en se basant sur les prix de centaines de produits sur toute l'étendue du territoire. Chez nous, on se contente de collecter quelques données dans la capitale et bien souvent avec des produits dont les prix sont administrés. C'est ainsi qu'officiellement, on ne dépasse jamais les 2% alors qu'en réalité, c'est bien plus élevé que ça. Mais il faut défendre le soldat CFA, donc chut. Moi, je suis DRH de carrière. L'une des composantes de l'augmentation de salaire est le taux d'inflation. Si votre inflation est de 3%, pourquoi voulez-vous qu'on augmente les salaires de 10, 15, 20, 18%? Les salaires restent bas alors que la vie là dehors, elle augmente. Vous jouez bidet. Et quand même vos salaires augmentent, si le coût de la vie augmente plus rapidement que vous perdez du pouvoir d'achat. En plus de cela, il y a les monopoles qui sont eux aussi responsables de la cherté de la vie. Parce que quand il n'y a pas de concurrence, c'est toujours le consommateur qui trinque. Un monopole n'a jamais bénéficié aux consommateurs. Il y a des monopoles qui sont flagrants, le courant, l'eau, le pétrole. Or, tant que la distribution d'électricité sera dans les mains d'une seule entreprise, vous montez, vous descendez, vous allez payer, même s'ils doublent leur prix tous les 2 jours. Ça, c'est des monopoles que tout le monde connaît. Mais à côté de ça, il y a les monopoles plus subtils, dans lesquels nos États nous enferment en signant et en ratifiant des traités insensés qui nous écartent des avantages de la concurrence mondiale en faisant de nous des chasses gardées pour certains pays ou groupes de pays. Je veux parler des accords ACP-UE, des accords de partenariat économique, les APE et d'autres conneries de ce genre que nos dirigeants sont allés signer en notre nom sans demander notre avis. Au village et même en ville, beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ça. Et pourtant, ce sont des monopoles, des prisons dans lesquelles on nous envoie pour purger notre sentence. Être pauvre dans un continent riche, pillé par une petite caste d'oligarques ici et là-bas qui nous impose la vie chère et la misère. Enfin, dernier élément pour lequel le gouvernement n'est qu'indirectement responsable, c'est le manque de produits sur nos marchés. L'entêtement de nos agriculteurs à toujours vouloir continuer de cultiver le cacao, le café, l'EVA, au lieu de privilégier les choses que nous consommons, est destructeur. On se tape la poitrine parce qu'on est premier ou deuxième producteur de ces cultures. Et pourtant, ceux-là qui les cultivent là sont les plus pauvres dans nos pays. Vous regardez le visage d'un planteur de tomates ou d'avocats en Asie ou en Amérique du Sud et puis vous le comparez avec le visage d'un planteur de cacao à Soubré, vous verrez qu'ils n'ont pas du tout la même gueule. Vous savez combien toute l'Afrique représente dans la consommation annuelle mondiale de chocolat? Les 54 pays là, 4%. Par contre, la banane qu'on mange là, elle est chère parce qu'il n'y en a pas assez sur nos marchés.
Donc, agriculteurs, pardon, revoyez-vous. Plantez du riz, de la banane, du manioc, de l'igname, de la patate, du mil, du fonio, du sorgho, de la tomate, du piment, des aubergines. Même si les frontières sont fermées pendant 20 ans, le marché intérieur absorbera vos récoltes. Vous serez content, l'État ne vous volera plus en venant fixer des prix spoliateurs à vos marchandises, l'extérieur ne vous dictera plus sa loi et le consommateur, lui, sera aussi content car il y aura à manger à des prix abordables parce que l'offre sera à la hauteur de la demande. Alors que peut-on faire d'autre contre la vie chère? Je le redis encore une fois parce que la répétition est pédagogique. Cessons d'ignorer la valeur de ce que nous avons. Produisons ce que nous consommons. Et pour ceux qui veulent rester dans l'agriculture extravertie, tournée vers l'extérieur, transformons ici ce que nous produisons pour exporter le produit fini. La Suisse n'a pas un seul pied de cacao, mais il transforme le cacao en chocolat. Ça ne doit pas nous dépasser. C'est la transformation qui ajoute de la valeur, qui crée de l'emploi et de la richesse et qui permet d'avoir du pouvoir d'achat. Mais au-delà de ça, et pour enclencher un changement systémique, la chose essentielle que nous devons faire, c'est porter à la tête de nos États des gens qui ont un vrai projet de société viable dans lequel tout se tient. Une des rares raisons valables pour l'État d'aller s'endetter, c'est de procéder à l'urgente réforme du foncier en finançant les audiences foraines, le cadastrage du territoire, la distribution aux frais de l'État des titres fonciers aux populations, la création d'associations, de coopératives, de bourses de valeur, de places financières, etc. Car si vous faites ça, les revenus qui seront générés par cette réforme permettront de rembourser l'emprunt en 4 ou 5 ans sans qu'on ait besoin d'aller s'endetter encore. Il ne s'agit pas de se laisser embobiner par le premier venu qui dit « Oh, moi, je vais rendre la vie moins chère, moi, je vais faire les soins gratuits. » Quand quelqu'un vous dit ça, là, il faut lui demander comment tu finances la gratuité. Parce que quelqu'un qui vous dit ça, et puis dans son programme, là, il y a un gouvernement pléthorique de 30, 40, 50, 60 personnes, 150 sénateurs, 255 députés, le médiateur de la République, la grande chancellerie, des centaines d'agences de ceci, de haute autorité de cela, d'office ici, de fonds, de trucs là-bas. Sachez que cette personne vous ment. Ne votez pas pour elle, même si c'est votre propre frère, même père, même mère. Parce que quand vous avez un État gros comme ça, ça va vous coûter de l'argent gros comme ça. Et c'est vous qui allez payer. Mamadou Koulibaly, vous en avez parlé en 2016. Il vous avait prévenu, vous ne l'avez pas écouté. Aujourd'hui, il n'est plus dans vos affaires de parti politique. Vous le pleurez ou bien vous faites semblant. Ne vous laissez pas non plus baratiner avec des promesses genre « je vais construire des hôpitaux, des maternités, des écoles ». Rien de cela ne pourra être réalisé tant que nous sommes dans le franc CFA. Cette monnaie n'a pas été conçue pour financer le développement des Africains. Elle a été conçue pour financer le bien-être des Français et protéger les investissements des propriétaires d'esclaves à l'époque et aujourd'hui. Je vous mets ici le lien de la vidéo que j'ai faite sur ce sujet pour ceux que ça intéresse. Donc, si la personne ne vous dit pas quand et comment elle va sortir du franc CFA, ne votez pas pour elle. Il est impossible de sortir de la pauvreté sans sortir du franc CFA. Vous pleurez aujourd'hui parce que la vie est chère, mais attendez qu'un matin, un plouc de fonctionnaires du Trésor public français décide de dévaluer le franc CFA. C'est là que vous allez voir ce que ça coûte de renoncer à sa souveraineté monétaire. Vous avez eu un aperçu en 1994. Préparez-vous, ça revient. Enfin, pour terminer, quand on n'est pas content, on le fait savoir. Quand on est vraiment fâché, quand on est vraiment poussé à bout, quand on a vraiment ras-le-bol, on ne fait pas de conférence de presse, on ne cherche pas à rencontrer le ministre ou le président, on ne reste pas coincé derrière son clavier. On manifeste sa colère dans la rue. Les Burkinabés l'ont fait en 2014.
les Sénégalais en mars dernier. Les Gilets jaunes ont manifesté chaque samedi pendant 1 an en France. Le mur de Berlin est tombé parce que les Allemands de l'Est ont manifesté de plus en plus nombreux chaque lundi pendant des semaines. Apprenez aussi à ne pas relâcher la pression trop tôt. Il faut la maintenir, quoi qu'en disent les hommes politiques ou les hommes de Dieu. Eux, ils n'ont pas faim. Eux n'ont pas de problème à joindre les 2 bouts à la fin du mois. N'attendez donc pas d'eux qu'ils vous encouragent dans des actions qui vont ramener de la justice sociale et de l'équité dans la répartition des richesses. Si vous êtes encore assis chez vous aujourd'hui là, c'est que ça ne chauffe pas vraiment encore sur vous. Tant que la bière n'a pas augmenté, tout va bien. Donc vraiment, je ne vous dis pas Yako, mais je vous dis à bientôt. Hello, my name is Nathalie Yamb. For several weeks now, we have been seeing the complaints swarming in the internet, in the street and in the media. Life is expensive. People act as if suddenly they are surprised by the price of everyday things. Oil, fuel, tomato, rice, transportation, banana. Well, first of all, let's start by making things very clear. Inflation is 80% the fault of our governments. There are several reasons for the high cost of living. Bad management of currency, deficit, debt, pandemic, the decrease in purchasing power, monopolies, unfavorable treaties, and the scarcity of products on the market. 4 of the 5 reasons I've just mentioned are the direct and full responsibility of the government. Our heads of states are world champions in financial cavalry. This term refers to the system of taking on new debts to pay off old ones. Our dark-skinned Bernard Madoffs are thus happily practicing a Ponzi scheme with debt that we taxpayers will pay back no matter what. Then, since the debt is not invested in the productive sector, that means it does not produce income, but only serves to repay old ones. And since we do not have the sovereignty that would allow us to manage our currency according to our needs, but Paris holds the remote control, then our presidents and ministers aggressively fall back on the private sector's operators and on taxpayers. And make no mistakes, it's not even to finance useful things, but it's to buy completely rubbish stuff such as airplanes for the presidents, or to build botched, overpriced infrastructures that allows for nice embezzlements, or to create useless institutions where they appoint cronies so that they can eat well there. When entrepreneurs are besieged on the one hand by taxes and custom duties that our government raise every second day to finance the opulent lifestyle of the state and its animators, and on the other hand by the corruption to which these same people and other civil servants indulge, 3 things happen. Either the entrepreneurs close store, or they reduce staff to cut costs, which leads to layoffs, short-time working, or unemployment. Third option, they increase the price of their products and services to compensate for the loss of income caused by the official and unofficial tax stranglehold imposed on them by the administration. Sometimes they combine 2 options. They lay off employees and they increase prices, a complete disaster. The result is that households have less money to live on, while the cost of rent, transportation, communication, and food increases. On the top of that, there are the monopolies that are also responsible for the high cost of living, because when there is no competition, it's always the consumer who suffers. A monopoly has never benefited the consumer.
there are obvious monopolies, electricity, water, oil. As long as the distribution of electricity is in the hand of only one company, you will pay, even if they decide to double their prices every second month. That's the monopolies that everybody knows about. But next to that, there are the more subtle monopolies in which our state locks us in by signing and ratifying insane treaties which keep us away from the advantages of global competition by making us the preserve of certain countries or group of countries. I'm talking about the ACP-EU agreements, about the economic partnership agreements and other bullshit that our leaders have signed in our name without even asking for our opinion. The last reason for which the government is only indirectly responsible is the lack of products on our markets. The stubbornness of our farmers to continue to grow cocoa, coffee, rubber, instead of focusing on the things we consume is destructive. We have pride because we are the first or second largest producer of these crops, and yet those who grow them are the poorest in our countries. If you look at a tomato or avocado farmer in Asia or in South America and you compare it with a cocoa farmer in Ghana, you will see that they don't look the same. You know how much Africa represents in the annual world consumption of chocolate? 4%. On the other hand, bananas are expensive because there are not enough of them on the markets. So farmers, plant rice, plant banana, cassava, yam, potato, millet, tomato, pepper, eggplant, fonio. Even if the borders are closed for 20 years, the domestic market will absorb your crops. You will be happy. The state will not steal from you by spoliating prices for your crops. The outside world will not dictate its law to you, and the consumer will be happy too, because there will be enough food at affordable prices on the market because the supply will be up to the demand. So what can we do about cost of living? I say it again because repetition is educational. Let us stop ignoring the value of what we have. Let's produce what we consume. And for those who want to stay in extraverted agriculture, let's process here what we produce to export the finished product. Switzerland doesn't have a single plant of cocoa, but they know how to transform the cocoa into chocolate. We are able to do this too. It's the transformation that adds value, that creates employment and wealth, and that allows for purchasing power. Beyond that, and in order to trigger a systemic change, the essential thing we must do is to put in power people who have a viable project in which everything fits together. One of the few valid reasons for the state to go into debt is to proceed with the urgent reform of land tenure by financing the mobile courts, the cadastral survey of the territory, the distribution at the expenses of the state of land titles to the population, the creation of association cooperatives, stock exchanges, financial centers. Because if you do that, the income generated by these reforms will allow the loan to be reimbursed in 4 or 5 years without the need to go into debt again. Don't trust the first person who comes along and say, I'm going to make life cheaper, or I'm going to make healthcare free. You have to ask him, how do you finance free care? Because if someone tells you that, and in his program he has a government of 50, 60 people, hundreds of members of parliament, ombudsman, grand chancellery, agencies here, offices here, high authorities there, then you must know that the person is lying to you. Don't vote for him even if it's your own brother, because having a huge state costs a huge amount of money and you are going to pay for it.
Don't be fooled by promises like, I will build hospitals, maternities, schools. None of this is going to be achieved as long as we are in the CFA zone. This currency was not designed to finance the development of Africans. It was designed to finance the welfare of the French and to protect the investment of slave owners then and now. If the person doesn't tell you when and how he will quit the CFA zone, don't vote for him. It is impossible to get out of poverty without getting out of the CFA zone. You cry today because of the high cost of living, but wait until some chap from the French treasury decides to devalue the CFA. You will see what it costs to give up your monetary sovereignty. You had a glimpse of that in 1994. Just wait for it. Be ready. It's coming back. Finally, when you're not happy, you let it be known. When you're really angry, when you are really fed up, you don't hold press conference, you don't seek meetings with ministers or presidents. No, you don't stuck behind your keyboard. You show your anger in the street. The Burkinabe did it in 2014, the Senegalese last March. The Yellow Vest demonstrated every Saturday for more than a year in France. The Berlin Wall fell because East Germans demonstrated in increasing numbers every Monday for weeks. If you're still sitting at home today, it's because things are not yet really heating up on you. As long as the beer hasn't gone up, everything is okay, isn't it? See you soon. Alors que certains présidents comme Alassane Ouattara déclarent que cette monnaie n'a aucun problème et n'est pas la cause du sous-développement de l'Afrique, les panafricanistes, quant à eux, sont farouchement opposés à cette thèse. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.